Bonjour et merci effectivement de nous retrouver encore en ce jour chez vous, rencontre échange. Nouveau numéro, ce jour, on va parler des 50 ans de la création de l'Université de Lomé, anciennement appelée Université du Bénin. Ça fait 50 ans, c'était un 14 septembre 1970 que le Togo s'est doté d'un institut d'enseignement supérieur. À l'époque, le Togo et le Bénin se partageaient cet institut. La filière scientifique était au Bénin et la filière littéraire à Lomé au Togo. 50 ans après, quel bilan peut-on en faire de l'Université de Bénin à l'Université de Lomé? Quel bilan, quel possible d'avenir? Pour en débattre, je reçois pour vous deux professeurs ici sur mon plateau pour en discuter. D'abord, à ma droite, le professeur Tigbe, vous êtes historien de formation, vous êtes également le directeur du Centre des œuvres universitaires de Lomé. Merci d'accepter notre invitation. C'est plutôt moi qui vous remercie. Voilà. Vous avez accepté de discuter, en tout cas partager ces moments de cet anniversaire avec votre collègue, le professeur Akoda Ewada. Vous êtes agrégé des facultés de droit et en même temps directeur des instituts de mer, c'est ça? Institut des métiers de la mer. Institut des métiers de la mer. Alors, toutes mes excuses. Alors, merci, professeur Ayewada. C'est un plaisir. C'est ça. Je rappelle que le professeur Tigbe coordonne l'activité pour les cinquantenaires de la création de cette université. Membre du comité d'organisation. Membre du comité d'organisation, tout à fait. Alors, question d'introduction. Alors, on va être dans l'actualité. Et comment se porte l'université de Lomé, puisqu'il faut l'appeler désormais ainsi, au milieu de la crise sanitaire que nous connaissons, parce qu'en temps, il y a des cours qui sont organisés en ligne, d'autres en présentiel. Alors, professeur Ewadan, vous avez la parole. Alors, l'université de Lomé se porte bien. On va arrimer l'électrocardiogramme de l'université à celui du pays. C'est-à-dire que nous fonctionnons un peu au ralenti, un peu comme notre pays. Et vous le savez bien, cela est dû tout simplement à cette pandémie de coronavirus qui a impacté nos activités. Donc aujourd'hui, les activités ont repris véritablement en prenant en considération les exigences liées aux mesures barrières que nous impose le coronavirus. Donc aujourd'hui, les activités sont ralenties, mais nous... Il y a une reprise quand même. Il y a une reprise. Il n'est pas encore tout à fait à la normale, c'est ça? Non, je crains qu'on ne puisse pas revenir absolument à la normale, ou alors on doit considérer tout simplement que notre façon de fonctionner aujourd'hui est la normalité de l'heure. C'est-à-dire que nous avons organisé des cours, nous organisons actuellement des évaluations pour nos étudiants. Donc dans les normes académiques, est-ce que les conditions étaient réunies pour pouvoir évaluer les apprenants? Alors, l'université a ceci de particulier qu'elle sait s'adapter. Les évaluations ou les normes d'évaluation ne sont pas figées et en fonction de ce que nous avons enseigné, nous évaluons nos étudiants en prenant en considération... Il y a ce nombre de volumes horaires, n'est-ce pas, pour chaque cours avant de pouvoir évaluer? Absolument. Et nous avons veillé, parce que ce ne sont pas des exigences propres à l'université, ce sont des exigences qui sont tirées des règles du CAMES. Donc, nous avons veillé à ce que le minimum en termes de contenu d'enseignement ait été réalisé avant de procéder aux évaluations. Donc, nous avons adapté nos évaluations au déroulé des cours. Voilà. Vous savez, les cours ne se sont pas déroulés complètement en présentiel. Sans forcément que les étudiants ne soient pas lésés, parce que... Ah oui, mais nous prenons en considération cela. C'est un élément déterminant. Nous avons, par exemple, choisi d'évaluer en QCM des matières qui, classiquement, n'auraient pas été évaluées en QCM. Alors, l'équilibre à réaliser, c'est ce que nous essayons de faire, c'est de faire en sorte que il n'y ait pas une évaluation bâclée, une évaluation qui ne rende pas compte du niveau véritable des étudiants. Donc, c'est quasiment la quadrature du cercle, mais nous espérons y arriver. Professeur Tigbe, vous voulez quelque chose à ce que le professeur Ewadan dit? Oui, justement, c'est par rapport aux cours en ligne. Je pense qu'il est illusoire de penser que l'université de Lomé a découvert les cours en ligne avec la Covid. Parce que depuis les années 90, déjà, il y avait des formations à distance en ligne. Et même dans les débats qui ont tourné autour de la mise en œuvre du système LMD, il y a eu une série de formations des enseignants en ce qui concerne la mise en ligne des cours.
et l'animation des cours en ligne. Il y a eu également des cours en visioconférence, des missionnaires qui donnaient des cours par visioconférence et même des soutenances par visioconférence. Alors, c'est dans cette logique-là aussi que depuis 2018, l'Université de Lomé a mis en place un réseau social collaboratif du nom de Reschool. Alors, c'est ce Reschool-là qui a été sollicité au moment où, en mai 2020, il a été pris la décision de procéder en pleine crise de Covid-19 aux cours en ligne. Et donc, il a été demandé aux enseignants de poster leur contenu pédagogique sur ce réseau collaboratif. Mais ce qui s'est passé, c'est que face à la pression de la sollicitation de ce réseau, le réseau a lâché. Et la présidente de l'Université de Lomé a demandé aux enseignants de recourir aux réseaux sociaux classiques. Voilà, classiques, Facebook, WhatsApp, Telegram, etc. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les enseignants ont transposé les cours en présentiel en distanciel. Et l'option qui a été faite, c'est le distanciel synchronique. Ça veut dire que, suivant une programmation qui est faite, l'enseignant et les étudiants se donnent rendez-vous sur une plateforme. D'accord. Mais ce qui s'est passé... À des heures régulières précises. À des heures régulières précises. Qui sont communiquées d'avance. Qui sont communiquées d'avance. La direction des affaires académiques et de la scolarité a fait des emplois du temps qui ont été ventilés, qui ont été communiqués aux apprenants. Et donc, tous les apprenants ont connaissance des heures de cours. Et donc, ils se préparent pour. Mais ce qui s'est passé, c'est que, vous savez, cette option a eu quelques limites, quelques insuffisances, c'est-à-dire le distanciel synchronique. Les difficultés, je vais évoquer quelques-unes, c'est que les étudiants n'ont pas toujours le matériel nécessaire pour se connecter. Et il y a eu également des dysfonctionnements par rapport à l'accès à Internet. Bien sûr. Et donc, la présidence de l'université a demandé qu'on puisse évaluer la présence des étudiants sur les différentes plateformes à travers une fiche de suivi, ce qui permet de dire qu'entre 5 et 60% d'étudiants ont pu suivre les cours en ligne selon les cas. Mais je peux également nuancer en disant que ce taux ou ces chiffres sont un trompe-l'œil, puisque quand bien même l'université a décidé de faire du distanciel synchronique, des étudiants ont choisi délibérément de faire du distanciel asynchronique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où l'enseignant est en ligne, l'étudiant n'est pas là. L'étudiant, en fonction de sa disponibilité et des moyens dont il dispose, peut se décider de se connecter plus tard. Et donc... Et dans ce cas, est-ce qu'il pouvait se rattraper? Il peut se rattraper puisque des cours sont faits en audio qui sont déposés, les ressources sont déposées sur les plateformes. Et moi, j'ai pu apprécier l'adhésion des étudiants aux cours que j'ai eu à faire à travers les évaluations que j'ai faites et j'ai vu que les notes n'étaient pas du tout mal. C'est cela. Voilà. Et puis après, il y avait les cours en présentiel, et donc ils étaient là dans le respect des normes. Est-ce que vous avez on a réussi à les contenir en respectant, par exemple, les distanciations sociales et autres là? Oui, c'était une exigence, c'était une exigence ou une condition, voilà, de cette reprise en présentiel. L'idée était tout simplement de prendre contact avec ces étudiants, parce que vous savez, l'université, c'est aussi un contact physique avec l'enseignant. Et pour les grands groupes, on a d'abord commencé avec les tout petits groupes. Avec les petits groupes, ce n'était pas compliqué, il suffisait juste de les mettre dans des salles beaucoup plus grandes. Et spacieuses, voilà, les mesures barrières étaient respectées. Mais pour les très grands groupes, on a fractionné ces groupes-là et on les a programmés par petits groupes en réalité. Donc, ils venaient progressivement pour suivre ces cours-là en présentiel. Donc, on l'a fait. Alors, est-ce que les mesures barrières ont été respectées? La réponse est oui, mais en réalité, il ne faut pas perdre de vue qu'on est sur un groupe social assez jeune et il a pu avoir des oui, enfin, des étudiants qui ne respectaient pas parfaitement. Pas forcément, voilà. Mais je pense que c'est
c'est marginal et c'est à l'échelle de ce qui se passe dans notre pays. C'est ça. Alors, ces cours en ligne, par exemple, est-ce que dans les autres matières, est-ce que ça a été efficace dans toutes les facultés? Parce que je crois, par exemple, en droit, c'est pas en littérature, mais dans les cours, il faut absolument des TP ou des TD. Alors en droit, si je peux prendre cet exemple-là, nous avons choisi de ne pas faire des TD cette année. Nous avons choisi de ne pas en faire. On a demandé à certains enseignants, lors de leurs cours, de poser des cas pratiques et de pouvoir en discuter avec leurs étudiants. Alors pour les autres facultés, je ne peux pas vous dire parce qu'au fond, certains enseignants envoyaient des exercices et recevaient des corrigés. Alors il faut se dire tout simplement que les exigences qui étaient celles que nous avions classiquement, nous n'avions pas pu les mettre à l'épreuve lors de cet enseignement particulier que nous avons eu à faire au cours de cette crise-là qui n'est d'ailleurs pas terminée. C'est ça. En même temps, il y avait des évaluations qui étaient restées en suspens. Hein. Comment avez-vous réussi à joindre les deux bouts? Hein? Nous avons repris avec ces évaluations-là. D'accord. Oui, je voulais dire qu'il s'agit des évaluations du semestre Harmattan. Et donc, la présidente de l'université a décidé qu'on en finisse avec les évaluations du semestre Mousson. Et aussitôt après, les établissements qui n'ont pas encore composé en Harmattan vont enchaîner après les évaluations de Mousson. D'accord, voilà. Tout à fait. Alors, autre préoccupation, toujours liée à l'actualité, hein, c'est l'université, on a appris qu'elle a mis en place un comité scientifique de gestion de la crise sanitaire, avec même des publications, hein, on en a vu sur certaines plantes médicinales. Hein. Où est-ce qu'on en est, ce comité? Puisque l'université, ce n'est pas seulement la formation, c'est la recherche, n'est-ce pas? Oui. Au plus fort, ou on va dire au balbutiement de la pandémie, l'université a réagi assez vite, ce qui est assez normal, hein, parce que les ressources sont à l'université, les ressources intellectuelles sont à l'université, par la mise en place de cette commission de riposte contre la pandémie. Et cette commission multidisciplinaire qui regroupait quasiment toutes les spécialités de l'université a travaillé sur plusieurs thématiques. Aujourd'hui, la thématique qui émerge le plus, c'est celle de la recherche d'un phytomédicament ou, on va dire, d'un produit qui peut aider à la lutte contre cette pandémie. Mais il faut souligner qu'il y a eu des recherches au plan économique qui ont permis de faire des projections, notamment sur Novici à l'époque. Il y a eu des études au plan juridique pour voir un peu, en termes de restriction des libertés, comment est-ce qu'on se prépare, comment est-ce qu'on apporte des éléments de réponse au gouvernement, au plan sociologique et notamment donc au plan médical. L'université a avancé de façon significative sur la production de solutions hydroalcooliques. Aujourd'hui, la solution qui est produite par la faculté des sciences de la santé de l'université est celle, on va dire, qui est très prisée sur le marché. Les masques de l'université qui ont été homologués sont également des éléments de réponse que l'université a apportés à la pandémie. Donc, aujourd'hui, on peut considérer que l'étape à laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est celle d'un test clinique sur ce produit sur lequel travaillent nos spécialistes et les phytothérapeutes, les tradithérapeutes, si vous voulez. Donc, il y a eu déjà un certain nombre d'essais in vitro et in vivo sur des animaux et il fallait maintenant monter en gamme dans la série des tests pour aller vers un test clinique. Et tout ceci est fait sous la coordination de cette commission et sous le regard vigilant du Comité national d'éthique. C'est ça. Ce que je voudrais ajouter, c'est que jamais auparavant, les universitaires n'ont occupé l'espace public comme c'est le cas dans le cadre de la COVID-19. Et donc, cela a été reproché aux enseignants-chercheurs. Exactement. Mais ce que je voudrais dire par rapport à cela, c'est que vous avez certainement entendu des gens même dire mais ils étaient où et c'est maintenant qu'ils se réveillent. En fait, le problème, c'est que l'université évolue dans une société donnée. Et donc, il doit y avoir une certaine corrélation entre l'université et la communauté. Mais très souvent, ce que nous constatons, c'est que les gens attendent que ce soit forcément les universitaires qui aillent vers la société pour proposer un certain nombre de choses. Alors que, puisque c'est vous les élites. Oui, mais vous savez, au même moment, vous avez des gens de la société qui ont besoin des expertises, mais qui vont importer les expertises
de l'étranger. Et généralement, quand ces gens arrivent, ils s'appuient sur les expertises locales. Donc, je pense qu'il ne faut pas forcément attendre que ce soit les universitaires qui fassent. C'est un problème de communication, bien c'est un problème de... C'est un problème de communication, c'est un problème culturel également, parce que là, généralement, les gens pensent que l'université est une tour d'ivoire repliée sur elle-même, et donc tout ce qu'elle fait reste dans les bibliothèques. Est-ce qu'on entend peu parler de vous, de nos enseignants-chercheurs, à part les amphithéâtres? Non, je pense que la donne a évolué, grandement évolué. Et je disais tantôt qu'il y a beaucoup de nos enseignants-chercheurs aujourd'hui qui occupent le devant de la scène, qui communiquent, qui parlent des résultats de leurs recherches. Et je pense qu'il faut que la société aussi ait le réflexe de faire le pas vers le monde universitaire à chaque fois que de besoin. Si vous avez besoin d'une expertise, faites le pas vers l'université pour savoir si l'université a telle ou telle expertise dans tel domaine ou non. Avant, voilà. Mais c'est aussi une question de moi. Est-ce que vous avez les moyens, n'est-ce pas, nécessaires pour ces recherches, que ce soit recherche fondamentale appliquée dans vos travaux? Bon, je reconnais que pendant longtemps, les universitaires ont mis l'accent sur la recherche fondamentale. Et ça, ce n'est pas la faute aux universités, parce que ça dépend même du modèle d'université que nous avons reçu. Nous avons hérité de ce modèle d'université-là, de la France, qui a été colonisatrice du Togo, et la France elle-même a été héritière de ce modèle d'université du Moyen-Âge, où on considère l'université comme une tour d'ivoire et les recherches qui se font restent dans les tiroirs. L'université n'avait pas forcément besoin d'échanger avec la communauté. Le service à la communauté était même absent. Mais aujourd'hui, comme le dit Sédou Badian, tout change et nous devons vivre avec notre temps. Absolument. Nous devons faire le pas et aller vers la recherche-action, la recherche appliquée pour pouvoir contribuer au développement de notre communauté. Encore un mot là-dessus ou bien c'est bon? Non, je pense que tout a été dit, effectivement. Sauf qu'on vous entend plus sur la place publique quand il s'agit, n'est-ce pas, des engagements politiques plutôt que dans vos laboratoires pour les recherches. Alors, je pense que l'universitaire est un citoyen avant tout. Et parce qu'il est un citoyen, il a voix au chapitre. Il peut prendre la parole dans l'espace public. Alors, il faut peut-être catégoriser. Il faut catégoriser. On a à l'université différentes facultés. On a une faculté de sciences, faculté de droit, faculté des lettres. Donc, les recherches sont diverses, très diverses. Il y en a qui, sur on va dire, dans notre microcosme, ont un impact immédiat. Il y en a d'autres qui n'ont pas d'impact immédiat. On a des recherches qui ont porté. Je pense que ce qui n'est pas encore visible, c'est une recherche qui est impactée de façon significative la société. On a par exemple en fac des sciences certains chercheurs qui ont travaillé de façon très active sur les huiles essentielles. Et ces huiles essentielles, on les retrouve dans nos marchés, dans des savons, etc. Ce sont des recherches de chez nous. Le travail qui a été fait sur les solutions hydroalcooliques, ce sont des recherches. Au plan économique, on a des solutions qui sont proposées par l'université. Donc, comme le disait mon collègue tout à l'heure, c'est vrai que la société ou la communauté doit venir vers l'université. Mais il faut aussi reconnaître que l'université doit faire ce pas-là vers la société. Parfois, nous ne sommes pas toujours audibles. On peut s'exprimer dans un langage complètement abscon qui n'est pas accessible au commun des mortels. Mais je pense qu'il y a un travail qui est fait. Il y a une véritable évolution. Aujourd'hui, vous recevez de temps en temps des universitaires sur vos plateaux. Il y a quelques années, vous les appelez, ils ne viendront pas. Vous voyez ? Donc, il n'y a pas que le politique à l'université. Il y a évidemment des choses plus pratiques et plus utiles à la société. C'est cela. Merci, professeur Yoada. Merci, professeur Tchibé. Nous sommes dans Rencontre Échange, nouveau numéro. Nous parlons des 50 ans de la création de l'université de Lomé, anciennement appelée l'université du Bénin. Alors, parlons maintenant du sujet qui nous intéresse. Ce sont ces 50 ans. Rappelons, on va faire un peu d'histoire. Quel souvenir, enfin, bon, pas vous directement, mais enfin, quels étaient les moments forts de ce cheminement vers cet enseignement, cet enseignement supérieur? Merci bien. Disons que l'histoire de l'université du Bénin n'est pas différente de l'histoire de l'université africaine en général. Et quand on fait une petite analyse diachronique, on se rend compte que les universités africaines ont émergé, j'allais dire, à travers 3 principales générations. La première génération des universités africaines est celle
des centres d'enseignement supérieur de la période coloniale. Et donc, pendant cette période-là, ces centres ont vu le jour, pour la plupart d'entre eux, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ils avaient pour mission de former des cadres administratifs, des supplétifs de l'administration coloniale. Alors, vient la deuxième génération des universités africaines, qu'on appelait à l'époque les universités de l'indépendance. Et donc, ces universités-là avaient pour mission de relever le défi de l'autodétermination. Et c'était la période allant de 1960 à 1970. Et évidemment, l'université du Bénin dont nous parlons aujourd'hui fait partie de cette deuxième génération des universités. 10 ans après les indépendances, oui. 10 ans après les indépendances. Et donc, l'objectif, c'était de former des cadres nationaux qui devraient prendre le relais des coopérants, parce qu'à l'époque, il y avait des coopérants français et d'ailleurs. Alors, la troisième génération des universités africaines, c'était celle dite du développement. Et ces universités ont émergé autour de 1980, et l'année 1980 est significative à partir du moment où on sait qu'à partir de 1980, il y a eu le vent du néolibéralisme qui a soufflé à travers le monde entier. Et pour ce qui concerne le continent africain précisément, c'était l'année au cours de laquelle les politiques publiques ont connu leur décadence, leur échec, et ce qui a conduit à la banqueroute de l'économie de nos États. Et il était question... Ça, c'est l'historien qui parle. Hein? Voilà. Et il était question de créer des universités qui devaient prendre à cœur le problème du développement de nos États. Vous vous rappelez que c'est au cours de ces années 1980 que les États africains se sont retrouvés à Lagos pour mettre en place ce que l'on a appelé à l'époque le plan d'action de Lagos, pour pouvoir penser à un développement endogène. Et donc, dans le test du plan d'action de Lagos, il y a eu une forte envie de mettre les universités au cœur du développement. C'est en ce moment que vous allez voir que dans plusieurs pays, en Afrique de l'Ouest notamment, il y a eu les deuxièmes, les troisièmes et les quatrièmes universités dans nos pays. Maintenant, pour ce qui concerne l'université du Bénin, je reviens là-dessus assez rapidement, pour dire que, en fait, l'idée de créer une université au Togo date de 1952 déjà. Nous étions avant même l'indépendance. Oui. Et donc, il était question que la puissance colonisatrice, la France, accepte que le Togo puisse abriter une université. Mais la France a estimé que l'initiative était inopportune et très coûteuse, j'allais dire. Et donc, ça a fait que l'idée a été rangée dans les placards. Mais à partir de 1965, c'est la même France qui a occasionné, si vous voulez, un accord tripartite entre le Dahomey, le Togo et la France elle-même pour que l'Institut supérieur du Bénin soit créé. Et donc cet institut-là, l'ISB, va durer de 1965 à 1970. Alors, avant même que l'accord ne prenne fin, il y a eu des réalités qui ont amené les autorités togolaises à penser à la création d'une université au Togo. À partir de 1968, notamment, il y a eu les événements qu'on a appelés les événements de mai 1968 en France et même dans de grandes métropoles africaines. Et dans ces métropoles-là, il y avait des étudiants togolais. Et les manifestations ont eu pour cible des étrangers et des Togolais en étaient victimes. Donc face à cette situation, le président Eyadema a dit mais pourquoi est-ce que nous allons continuer à envoyer nos étudiants à l'étranger, surtout que la formation de ces étudiants nationaux a été coûteuse. On a souvent évoqué le cas de Dakar, des étudiants togolais qui étaient Exactement, à Dakar. des étudiants togolais qui étaient à Dakar, qui avaient subi, si vous voulez, les représailles des étudiants sénégalais dans le cadre des mouvements de mai 1968. Et donc, à partir de ce moment-là, le président Gnassingbé Eyadema a dit pensons à la création d'une université au Togo. Et surtout que le nombre de bacheliers allait
en s'augmentant. Parce qu'en 1960, on avait 23 bacheliers, mais en 1965, on avait 250 bacheliers. C'est un bon Et donc, quantitatif, ça. exactement, si tout ce monde-là doit être envoyé à l'étranger et doivent être boursiers, etc., ça revenait plus cher. Et donc, dans ce contexte-là, le président Yadema a décidé de créer l'université du Bénin le 14 septembre 1970. Mais à la création, il y avait 4 principales écoles. Il y avait l'école de droit et des sciences économiques. Mais cette école-là, très rapidement, va montrer ses limites. Parce qu'en septembre 1972, on va se rendre compte que les produits s'adaptaient mal aux besoins du monde de l'emploi. Et donc, il va s'opérer une réforme qui va créer 2 écoles. L'école supérieure d'administration et des carrières juridiques, d'une part, et l'école supérieure des techniques économiques et de gestion. Au rang de ces écoles-là, il va y avoir aussi l'école des lettres, l'école des sciences et l'école de médecine. Entre 1971 et 1973, on va sentir le besoin de densifier les unités de formation. Et donc, on va créer l'école supérieure d'agronomie, l'école supérieure des mécaniques industrielles, ESMI à l'époque. On va créer l'école des auxiliaires médicaux. On va créer l'Institut national des sciences de l'éducation, INSEE à l'époque. Maintenant, en 1986, on va sentir le besoin d'élargir également les unités de formation. On va créer l'école supérieure des sciences, l'école supérieure de secrétariat de direction, ESSD, et puis l'IUT de gestion. En 1988, on va créer le Centre informatique et de calcul, CIC. Et c'est au cours de cette même année, 1988, que par un décret du 29 septembre, on va décider de transformer les premières écoles pionnières en facultés. La différence, vous le savez très bien, c'est que les écoles... voilà. Mais en faculté, il faut avoir une masse critique d'enseignants de rang magistral. Absolument. Avant de parler de faculté. Alors, à la rentrée 1993 à 1994, on va ouvrir le 3e cycle. Et l'idée, en ouvrant le 3e cycle, c'est de pouvoir former des docteurs sur place. Et les premiers docteurs formés sur place à l'Université du Bénin vont émerger à partir de l'an 2000. En 2001, on va décider de changer la dénomination de l'Université du Bénin en Université de Lomé parce que en 1999 déjà, on va poser la première pierre de l'Université de Kara. En 2005, des réflexions approfondies vont être menées à l'issue de ce que l'on a appelé le processus de Bologne, où en Europe, il va y avoir une certaine uniformisation des savoirs pour aller vers le LMD. Et donc, à Lomé, à l'époque, on va commencer à réfléchir à comment adapter la formation au système LMD. En 2008, le gouvernement a décidé de basculer vers le système LMD. Alors, 10 ans plus tard, en 2018, le président Kokoroko a mis en place une commission qui a fait le bilan de la mise en œuvre du système LMD. Il y a eu des goulots d'étranglement qui ont été relevés et il y a eu quand même aussi des avancées qui ont été capitalisées. En 2020, on a mis en place les écoles doctorales pour parachever la démarche de mise en place des structures du grade D. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire par rapport au cheminement de l'Université du Bénin hier à l'Université de Lomé aujourd'hui. Vous complétez ce tableau? Il n'y a pas besoin d'aller dans les détails. Le tableau est complet. Alors, la question, est-ce que nous étions prêts à entrer en système LMD? Parce qu'il y a eu un achoppement à l'époque, beaucoup de remous de la part des étudiants qui disaient que les conditions n'étaient pas réunies pour passer à ce stade. Alors, je pense qu'on n'aurait jamais eu
pu être prêts pour entrer dans le système LMD. C'était un mouvement international dans lequel il fallait... Qui a ces exigences. Absolument. Est-ce que nous les avons réunies? C'est ça aussi? Non, je pense qu'il faut être honnête. Nous n'avions pas réuni toutes ces exigences-là, mais il fallait s'engager pour ensemble avancer et s'améliorer. Aujourd'hui, cela a été dit, il y a eu des difficultés avec le système LMD, ce qui est normal, mais ce que l'on oublie, c'est que ces difficultés-là, elles sont pires ailleurs. Même les pays les plus développés, je prends l'exemple de la France, le système LMD français, mais a subi plusieurs réformes pour s'adapter aux réalités. Peut-être que la faiblesse de notre réflexion au moment du démarrage du LMD, c'était d'implémenter un LMD, je ne vais pas dire copier-coller, mais c'est quasiment mon sentiment, un LMD copier-coller de l'extérieur, qui ne répondait pas immédiatement à nos réalités. C'est peut-être cela la faiblesse. Parce qu'à l'époque, c'était des étudiants qui remplissaient un amphi, 600, 1000, tout ça là. Tout à fait. Mais alors le LMD existait, c'était vraiment un cours en groupe restreint. Le LMD impose un niveau d'infrastructure très élevé. Et ces infrastructures-là, nous ne les avions pas, nous ne les avons toujours pas encore, hein, on a avancé. Et c'est certainement ce qui a entraîné ces difficultés. Mais il ne faut pas oublier non plus que le LMD a été introduit dans une période assez trouble du pays aussi. Hein, une période où, on va dire qu'il y avait un bouillonnement politique et l'université est toujours très réceptive à ces bouillonnements-là. Cela a empêché le système d'être mis en place dans des conditions optimales. Moi, je voudrais ajouter ceci pour dire que, en fait, toute innovation a toujours eu des réticences. Si on devait attendre que toutes les conditions soient réunies avant qu'on ne fasse le pas, jusqu'à aujourd'hui, on serait en train de réfléchir à Sauf comment... qu'il y a des étudiants qui en ont payé le prix. Hein. Il n'y a pas d'innovation sans, comment dirais-je, sans massacre. Je le dis ainsi, hein, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas méchant, mais je le dis ainsi. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que, est-ce que c'était opportun d'aller vers le système LMD? Oui. Parce que nous sommes dans la mondialisation et nous sommes dans une logique d'uniformisation des savoirs. Et donc, dans ce cas-là, pour donner plus de chance à nos étudiants, pour leur permettre de pouvoir assurer une certaine mobilité à l'échelle de la planète, il fallait y aller pour que les diplômes soient reconnus partout où ils vont. Absolument. Et c'est vrai que la réforme... Aujourd'hui, le système classique, tous ces anciens-là sont rentrés dans le système. Tout le monde est rentré dans le système LMD. C'est vrai qu'il y a quelques goulots d'étranglement. Tout à l'heure, je parlais du diagnostic qui a été fait, le bilan qui a été fait de la mise en œuvre du système LMD. Et donc, quand on a fait le tour, on s'est rendu compte qu'il y a des goulots d'étranglement. Par exemple, en matière de massification, dans l'enseignement supérieur à l'université de Lomé, il fallait trouver le mécanisme pour pouvoir accroître les infrastructures, il en a parlé, et je pense que les autorités universitaires sont dans cette logique-là aujourd'hui. Il y a des amphis qui sont en train d'être construits pour pouvoir permettre à la décongestion, voilà, de ces effectifs pléthoriques dans les amphis. Mais il y a aussi le défi de la professionnalisation. Parce que un des objectifs en basculant vers le système LMD, c'est de pouvoir mettre l'accent sur la professionnalisation de l'enseignement. Et aujourd'hui, quand on fait le point... En fonction du marché de l'emploi, bien sûr. Exactement. Aujourd'hui, quand on fait le point, on se rend compte qu'il y a encore du chemin à parcourir par rapport aux offres professionnalisantes. Et je pense que les autorités universitaires en sont conscientes. Et donc, il y a des réflexions qui sont en cours, même au niveau des offres de licence. On a demandé à tous les établissements de revisiter leur offre de licence en ayant à l'idée les réalités du monde de l'emploi. Et les masters professionnels ont commencé. Et je pense qu'on va aller en mettant l'accent sur ces masters professionnels-là. Je pense que nous sommes en train de nous adapter progressivement. Et comme il a dit, même les pays qui nous ont montré la voie, à chaque fois, ils essayent de revoir leur copie pour pouvoir adapter l'offre aux réalités du terrain. Tout à fait. Alors, 50 ans, c'est parfois aussi très petit sur l'échelle de l'histoire. Mais alors, 50 ans de marche, ça, dans quel bilan peut-on en faire si rapidement vous demandez de résumer ça en quelques 2, 3, 4 mots? Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que 50 ans, c'est
très très jeune. Pour une université, c'est très jeune. On est, on va pas dire mineur, hein, si on veut, on est une université mineure. Mais aujourd'hui, le bilan qu'on peut tirer, moi je considère que c'est un bilan encourageant. Je ne veux pas dire que le bilan est positif, ce serait comment dire, se reposer sur ses lauriers. Le bilan est encourageant. Pourquoi? Parce que lorsque vous regardez l'histoire de l'université, c'est une histoire assez sinusoïdale. Il y a eu un début, il y a eu des ralentissements, il y a eu même une période d'hibernation et une période de réveil un peu plus engageante. Donc, moi, je considère qu'on a un bilan qui est encourageant, qui est à l'échelle de notre pays, à l'échelle de la sous-région, doit nous inciter à travailler un peu plus, à travailler mieux pour atteindre des objectifs qui sont des objectifs qui ne nous sont pas inaccessibles, vous voyez. Donc, pour moi, le bilan est encourageant. C'est ça. Oui, c'est aussi par rapport au nombre d'agrégés que l'on obtient par an, hein, au niveau du CAMES. Est-ce que le Togo est en bonne place? À l'échelle de notre pays, à l'échelle de notre population, nous nous sommes pas mal positionnés. Mais il n'y a pas que le concours d'agrégation. Il y a d'autres modes d'élévation dans le grade. Oui. Il y a un parcours qui est réservé aux autres facultés. L'agrégation, c'est uniquement les sciences économiques et de gestion, les sciences juridiques et puis la médecine et la pharmacie. Donc ça, c'est le parcours. Mais pour les autres facultés, il y a un autre parcours qui, chaque année, donne des chiffres très, très enthousiasmants, hein, 98%, voilà. Donc, on est une université assez dynamique qui produit des résultats. Le challenge, peut-être, c'est de ne pas demeurer sur des résultats personnels, mais d'avancer vers des résultats plus collectifs. Tout à fait, oui. Alors, je m'intéresse à vous en tant que directeur des œuvres universitaires. Hein. Qu'est-ce qui est fait sur ce plan, 50 ans après? Et comment sont logés nos étudiants? Comment sont restaurés le bus, les transports, les conditions de vie, quoi, hein, dans les cités universitaires, dans les villas universitaires? Très bien, merci bien. Je pense que déjà, à la création de l'université en 1970, le gouvernement a estimé que le social était important pour accompagner l'académique et le pédagogique. D'ailleurs, celui à qui on a fait appel pour venir construire l'université, le recteur Ampa Johnson, était lui-même en poste en Côte d'Ivoire et gérait les œuvres universitaires. Donc, quand il est arrivé, il a vite fait de mettre en place le Centre national des œuvres universitaires. Alors, ce Centre national des œuvres universitaires, à partir de 2004, a été scindé en deux avec la création de l'université de Kara. Et nous avons le Centre des œuvres universitaires de Lomé, Koul, et le Centre des œuvres universitaires de Kara, Kouk. Alors, le Centre national des œuvres universitaires avait pour mission de gérer les services sociaux. Et au titre des œuvres, des services sociaux, on avait à l'époque le service de logement. Et le service de logement était organisé de telle sorte que, sur la durée, il y avait 6 cités construites sur le campus universitaire de Lomé. Mais la capacité d'accueil étant insuffisante, les autorités universitaires ont décidé de louer des villas en ville. Il y en avait 64. Et donc, quand on met la capacité d'accueil de ces villas ensemble avec celle des cités, on avait 2816 lits à l'époque. C'est ça. Mais progressivement... On logeait chaque année Qu'on logeait chaque année. Oui. Mais progressivement, le soutien financier des pouvoirs publics ayant périclité, l'université était obligée de rompre les contrats avec les villas. Et donc, on s'est focalisé sur les cités, sur le domaine universitaire. Mais sans en construire d'autres, c'est ça? On n'en a pas construit. Mais l'entretien n'a pas suivi. Ce qui a fait que progressivement... L'entretien de ces universités. De ces cités universitaires. Ce qui a fait que progressivement, les cités étaient tombées en désuétude, délabrement. Ce qui a fait que, à la rentrée 2019-2020, par exemple, nous n'avions eu que 600 lits. Mais fort heureusement, la présidence de l'Université de Lomé a lancé un vaste projet de réhabilitation de toutes ces cités-là. Et actuellement,
la cité C, la cité D, la cité E et la cité F sont en rénovation. Et donc, à terme, nous pouvons avoisiner les 2000 lits encore. Mais sans oublier que dans le plan directeur de l'université, il y a en projet la construction de nouvelles résidences universitaires et même des résidences des enseignants missionnaires sur le campus. Il ne faut pas oublier le fait que nous avions lancé la maison de l'étudiant, à l'époque qui a fait grand bruit. Le projet est toujours en réflexion, on ne l'a pas abandonné. Et à terme, Ça consistait à quoi, cette maison de l'étudiant? toutes les associations estudiantines auront un bureau là, un siège là, et puis c'est également un centre de formation des étudiants à la vie pratique. Alors, pour ce qui concerne le transport, c'est vrai qu'à la création de l'université, l'institution avait été dotée des bus pour pouvoir assurer le transport des étudiants. Mais en 2016, on a fait le constat selon lequel les bus de l'université étaient dégradés, fortement dégradés, et donc notre ministre de tutelle a pris langue avec son collègue des transports et il y a eu un accord interministériel intervenu qui a décidé de confier la gestion du transport étudiant à la Sotral. Et aujourd'hui, la Sotral a cette artère qu'elle dessert. Et récemment, le directeur de la Sotral m'a appelé pour me dire qu'ils ont encore des bus qui vont arriver. Et donc, d'ici la rentrée prochaine, ils vont avoir jusqu'à 10 artères. En ce qui concerne le restaurant universitaire, il faut également reconnaître que le restaurant avait au début bénéficié d'un lourd financement des autorités gouvernementales. Mais progressivement, le financement s'est amenuisé. Et le service s'est dégradé, au point qu'à un moment donné, on n'avait même plus la possibilité de servir le repas aux étudiants. Et donc, en 2016, il a été pris la décision de concéder le service de restauration dans une logique de partenariat public-privé à un privé qui en assure entièrement la gestion aujourd'hui. Et donc, le plat est servi à 760 francs, mais l'étudiant paye 500 francs. Et sur chaque plat, par repas, entrée, menu principal et dessert. Mais sur chaque plateau servi, l'université paye 260 francs pour alléger un peu la charge aux étudiants. En ce qui concerne le service médical, il faut dire que l'université, dès le début, a pensé à la construction d'un centre médico-social. Et ce centre médico-social aide les étudiants à faire la visite médicale et aide toute la communauté universitaire à se faire soigner. Mais aujourd'hui, dans les projections qui sont faites, la présidence a décidé qu'on puisse construire une infirmerie au campus Nord. Et donc, dans les cités qui sont en rénovation, il y a une extension du centre médico-social qui est au sud vers le nord. Et en dehors de ça, il faut reconnaître tout de même que les infrastructures culturelles et sportives sont en pleine rénovation. Aujourd'hui, quand vous venez au niveau du COUL, à l'entrée, vous allez voir que les infrastructures des jeux de mai sont en pleine réhabilitation. Et donc, exactement. Donc l'idée, c'est de créer un cadre qui permette aux étudiants de pouvoir s'épanouir. Et il ne faut pas oublier le fait que depuis 2008, il existe une offre de formation que nous donnons en unité d'enseignement libre qui permet aux étudiants de pouvoir s'essayer à la musique, à la danse et même aux activités sportives. Et donc, à partir de l'exercice que les étudiants font, ça nous permet de pouvoir détecter les talents, sans oublier le fait que lors de nos championnats, nous arrivons à détecter des talents. C'est d'ailleurs ce qui fait que aujourd'hui, vous avez, par exemple, Djenet Diakonam, vous avez Blaka Fessou, vous avez Fodo Laba, qui ont évolué dans les différents clubs universitaires avant de pouvoir émerger et être à l'international aujourd'hui. Donc, pour dire que dans le plan de développement de l'université, de modernisation de l'université, les étudiants ne sont pas relégués
au dernier rang. Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Ce que l'étudiant aime entendre du directeur de cours sur un plateau, c'est l'avenir, c'est les arrangements, les aménagements à faire, n'est-ce pas, pour rendre meilleures les conditions de vie dans les cités universitaires. Exactement. Et aujourd'hui, je pense que dans les aménagements des cités qui sont en train d'être faites, nous sommes basés sur les modèles qui se font ailleurs. Et donc, il y a une modernisation qui permet à l'étudiant de s'épanouir au sein des cités universitaires. Et donc, c'est vrai, les étudiants sont inquiets du fait que la capacité d'accueil soit limitée. Et à la rentrée précédente, par exemple, j'avais eu jusqu'à 3500 demandes pour 600 places disponibles. Donc, je comprends leur inquiétude. Mais je pense que la présidence de l'Université de Lomé a pris la juste mesure de la chose. Et c'est ce que j'ai dit, les cités-là qui sont en rénovation vont pouvoir accueillir pas mal d'étudiants. Et donc, que les étudiants ne pensent pas que ils ne font pas partie de l'agenda du président Kokoroko. Ils s'en soucient au quotidien et très bientôt, ils vont voir les réalisations sur le terrain. Professeur Adam, avec l'expérience de la crise sanitaire, là, il y a besoin maintenant de doter l'université d'un système informatique, enfin Internet à haut débit désormais. En réalité, nous ne sommes pas des naufragés de l'Internet. L'université est pionnière là-dessus. Depuis 2-3 ans, nos étudiants sont connectés au Wi-Fi. À l'intérieur même de l'université. Nous sommes connectés au réseau gouvernemental, je ne veux pas dire très haut débit. Donc, en termes d'infrastructure, on peut dire qu'on a avancé. Infrastructure Internet, je veux dire, on a avancé. Maintenant, c'est le passage de tous les collègues vers le numérique et la capacité des étudiants à avoir des terminaux capables de recevoir l'information via ce médium-là, c'est cette connexion qu'il faut réussir à faire. On a encore des résistances, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, on a encore des résistances au sein même du corps enseignant à basculer sur le tout numérique. C'est ça. Et on a des difficultés pour certains de nos étudiants à pouvoir se connecter. Alors, les responsabilités sont très rapidement déterminables. Les enseignants, c'est leur responsabilité de s'adapter. En revanche, pour les étudiants, vous savez, les étudiants sont issus de couches sociales assez différentes. Donc, certainement qu'il y a un travail à faire pour équilibrer, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir accéder à ces terminaux-là pour pouvoir recevoir l'enseignement via ce canal, qu'on puisse leur donner un coup de main. Le plus important, c'est de disposer d'un ordinateur, par exemple. Un ordinateur. Il y a des projets en ce sens dans certaines universités, un étudiant, un ordinateur. Il y a eu Galilée chez nous, il y a toujours Galilée. Et c'est un projet qui, à mon sens, était pertinent et qui a plutôt bien fonctionné. Moi, je sais que beaucoup de nos étudiants se sont équipés via ce projet-là. C'est un projet qui est logé au ministère de l'Enseignement supérieur. Je ne peux pas vous en faire le bilan parce que je ne le possède pas. Mais c'est une initiative qui gagnerait à être pérennisée ou à être étendue. D'accord. Alors, 50 ans après, nous avons 2 universités publiques, une à Lomé et une autre à Kara. C'est suffisant ou bien insuffisant? Alors, immédiatement, je peux vous dire que cela est insuffisant. L'université de Lomé accueille près de 65 000 étudiants. On a des difficultés, clairement, à les accueillir, à pouvoir faire des cours en présentiel dans des bonnes conditions. Kara doit accueillir 25 000, je crois. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. À l'échelle de notre pays, il me semble que il y a, par exemple, une filière qui n'est pas dotée. Il y a la filière technologique qui ne trouve pas sa suite au niveau universitaire. Et clairement... Pas des séries F1, F2, F4. F4, voilà. Ce sont des séries très techniques qui ont besoin d'une suite universitaire. D'une université technologique proprement dite, carrément. Carrément. Et la création d'une telle université permettrait de décongestionner les 2 universités déjà. Et il y a eu un projet qui a été mené jusqu'à un certain niveau de création de ce qu'on a appelé à l'époque des collèges universitaires. Et ces collèges universitaires étaient prévus pour être installés dans les régions.
avec une formation orientée vers les réalités de ces régions-là. Vous voyez, c'est un projet plutôt pertinent. Un exemple, par exemple, on prend quelle région? On prend la région des Plateaux. On prend la région des Plateaux qui, en termes agricoles, a un potentiel qui n'est pas négligeable, qui a un relief particulier aussi, qui nécessiterait des formations orientées vers ces réalités-là. Donc moi, je considère... L'étude des sols, des produits agricoles... Absolument. L'agriculture en étendant véritablement vers la transformation des produits. On a vu, c'est la région dans laquelle il y a le café, le cacao, le coton, pas mal aussi, qui est produit. Donc, créer des collèges universitaires permettrait le désengorgement de l'université et puis faciliterait aussi une intégration de la science à la localité. Et ça, c'est décisif. Vous voulez compléter? Oui, alors d'où les universités privées maintenant, qui foisonnent. Absolument. Vous voyez, nous sommes en train d'aller vers une marchandisation de l'éducation avec le foisonnement de ces universités privées-là. C'est vrai que quand... Qui vous accompagnent, parce qu'elles ne sont pas inutiles pour autant. Ces universités nous accompagnent, mais beaucoup d'entre elles sont dans la marchandisation. Ça veut dire que... commercial que... Oui, justement, il y a un politologue camerounais qui l'a dit clairement, qu'au Cameroun, par exemple, les universités privées prennent la place du café-cacao. Voilà. Pour dire qu'on est dans la rentabilité au lieu de proposer une offre qui puisse accompagner le développement du pays. C'est-à-dire qu'on identifie les secteurs qui sont plus productifs, qui attirent plus du monde, et donc on investit là-dedans sans se soucier des outputs. C'est-à-dire que ces gens qui sont en train d'être formés, qu'est-ce qu'ils vont devenir demain? Et je pense que c'est là où la responsabilité de l'État est engagée. Vous savez, dans les années 2000, les Nations Unies ont interpellé les États africains face au risque de laisser l'enseignement supérieur être envahi par les privés. Et aujourd'hui, dans notre pays, je pense qu'il faut que la direction de l'enseignement supérieur puisse taper du poing sur la table. Ne pas, à chaque fois que les instituts ou bien les universités privées frappent à leur porte, délivrer l'agrément. Il faut voir la pertinence de l'offre de formation, voir quels sont les problèmes que ces formations-là vont aider à résoudre avant de pouvoir leur donner l'agrément. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Oui, puisqu'ils sont agréés par le CAMES, on en a vu plein. Il y a agréé par le CAMES, diplôme agréé par le CAMES. Oui, moi, et c'est vos collègues qui enseignent aussi là-bas, Oui, bien sûr. L'idée aujourd'hui, c'est de faire un premier bilan. Il ne faut pas perdre de vue qu'à un moment donné, c'était l'expression d'un besoin des universités complètement débordées, etc. Donc, il y a eu cette volonté d'ouvrir vers le privé. Le privé n'est pas l'adversaire ou l'ennemi du public. Il y a une exigence de travailler en collaboration. Maintenant, l'on ne peut pas laisser à la charge de l'université publique uniquement, on va dire, les formations ingrates, entre guillemets, c'est-à-dire celles qui nécessitent beaucoup d'investissement pour, on va dire, peu de rentabilité. Il y a des formations où on doit investir beaucoup, mais qui n'ont pas de plus-value importante. Donc, il y a une synergie à créer entre le privé et le public et à se partager, n'est-ce pas, les exigences de la formation. Si le public est sur des formations qui sont très exigeantes, il faut que le privé aussi y aille. Mais aujourd'hui, comme on le dit, il y a véritablement certaines institutions privées qui sont sur uniquement de la rentabilité. Et cela n'est pas de nature à aider à l'intégration beaucoup plus facile des produits formés au marché de l'emploi. Donc les problématiques ou les reproches qui sont faits à l'université publique doivent aussi être faits à l'université privée. Oui, professeur Tigwe. Alors, à l'échelle internationale, est-ce que nos diplômes qui sont délivrés ici sont reconnus? Est-ce que nos étudiants qui vont faire peut-être, je ne sais pas, un troisième cycle, comme on le disait dans le temps, sont facilement reçus dans ces universités de haute gamme, si on peut parler ici? Évidemment, nos diplômés ne souffrent d'aucun problème
à se faire intégrer dans les universités internationales. Moi, j'échange régulièrement avec mes anciens étudiants qui sont soit au Canada, qui sont aux États-Unis, etc., qui disent qu'ils n'ont aucun problème à s'intégrer. Et donc, cela veut dire que nous faisons du très bon boulot. Et même en France, quand nos ingénieurs vont pour poursuivre leurs études dans de grandes écoles, les résultats sont vraiment satisfaisant. Moi, je me rappelle, en 2008, j'étais en mobilité en France. J'avais logé non loin d'une école polytechnique. Et donc, j'ai eu vent de l'affichage des résultats. Je suis allé, les 3 premières places ont été occupées par des Togolais. Donc, pour dire que, en fait, nous ne déméritons pas en matière de formation. Et donc, je pense que nous devons maintenir le cap pour les prochaines années. Sauf qu'il y a quelques difficultés à absorber la masse des étudiants qui veulent s'inscrire dans les masters, hein. Notamment en droit chez vous, il y a eu quelques soucis. Oui, il y a eu des difficultés, tout simplement parce que nous avons changé de paradigme. Pendant longtemps, nous étions sur une offre de formation pléthorique complètement inefficace, qui produisait des étudiants qui ne pouvaient pas intégrer le marché de l'emploi. Donc la question qui s'est posée, elle était très simple, de dire, mais à quoi ça sert de former des étudiants qui ne peuvent pas trouver d'emploi? À partir de cette réflexion, il a été décidé de remettre à plat nos formations en master. Donc, d'une centaine de formations en master, nous avons réduit à une quarantaine pour démarrer. C'était cela. Alors, nous avons démarré sur quels critères? Sur des critères très simples. Lorsque vous proposez une offre de formation en master, la question qui vous est posée, c'est non seulement d'avoir un corps enseignant qui est issu en majorité de chez nous, ce qui facilite le déroulé des cours, et de pouvoir nous faire la preuve que les différentes UE que vous proposez permettront à vos étudiants de pouvoir être employés et de trouver. Donc, le promoteur du master doit faire la preuve de sa relation avec le monde de l'emploi. Donc, aller voir des directeurs de société, discuter avec eux, co-construire le parcours, de telle sorte que celui qui sort de ce master sait qu'il peut être rentable sur le marché de l'emploi. Donc, à partir de ces exigences-là, l'on a été contraint de réduire d'abord le nombre de formations. Moi, je comprends tout à fait les récriminations qui peuvent être faites pour ceux qui n'ont pas pu accéder aux formations pour le moment, mais il me semble qu'à un moment donné, c'était le prix à payer pour maintenant obtenir un modèle que l'on pourrait dupliquer beaucoup plus facilement. C'est cela. Cette émission tire à sa fin. Le site de Lomé a 50 ans. Quelle perspective d'avenir? Quelle vision, n'est-ce pas? Par exemple, vous, en tant que directeur des œuvres, du Centre des œuvres universitaires, quelle vision avez-vous pour cette institution? Alors, disons que notre vision s'inscrit dans la vision globale de l'Université de Lomé, qui veut faire de cette institution une institution moderne, compétitive et attractive dans la sous-région. Et donc, pour y arriver, pour ce qui concerne le volet social, il faut que nous ayons des infrastructures modernes d'accueil. Et je pense que par rapport à cela, la présidence de l'Université de Lomé se bat. D'accord. Professeur Ouadan, est-ce qu'il y a encore de ces étudiants étrangers qui viennent encore? Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Parce qu'en temps, je me rappelle, il y en a qui venaient s'inscrire chez nous ici. Est-ce qu'ils sont toujours là? Alors, hier, nous accueillons beaucoup d'étudiants étrangers. Il est vrai que pendant une période où le sort de l'université était assez trouble, nous avons perdu cette attractivité. Mais depuis, nous avons récupéré un nombre non négligeable d'étudiants étrangers. Maintenant, pour répondre à votre question relativement à la vision, je pense qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir une administration de l'université qui est assez réceptive aux propositions qui avec un gilet local maintenant, parce qu'en temps, le rectorat était toujours laissé de tout coin. Absolument. Maintenant, la présidence est sur le campus. Oui. Donc, pour parler de vision, je pense qu'il faut considérer les éléments qui constituent l'université, notamment les enseignants, les étudiants, l'administration et l'État. L'université, c'est ce quatuor, si vous voulez. Alors, lorsqu'on prend l'État, pour que la vision de l'université puisse être réalisée, il faut que l'État présente de façon très claire sa politique pour l'enseignement supérieur. Une politique qui sera
parfaitement en adéquation avec nos projections économiques, nos projections sociales et nos projections politiques, tout simplement. Donc, si l'État pose sur la table cette politique, il faudra que l'État mette les moyens. Alors, pour prendre les enseignants, pour les enseignants, il me semble qu'il y a actuellement, et vous l'aviez relevé tout à l'heure de façon très pertinente, il y a pour le moment un certain développement personnel, ce qui a amené le président de l'université à parler d'armée mexicaine, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de gradés, mais pas toujours des résultats sur le terrain, vous voyez. Donc aujourd'hui, il faut que l'enseignant de l'université puisse sortir de sa tour d'ivoire, entre guillemets, proposer des solutions immédiatement applicables à la communauté et parallèlement réussir sa carrière. Donc, il faut arriver à faire cette alchimie-là. Pour l'étudiant doit comprendre à un moment donné qu'il fait partie d'un ensemble et que l'apprentissage qu'il fait partie de l'apprentissage qu'il vient acquérir à l'université. Donc, les étudiants doivent être beaucoup plus impliqués dans leur formation. C'est le propre du LMD. L'étudiant est acteur de sa formation. Il faut que nos étudiants l'intègrent. Le nécessaire sera fait par les étudiants pour que les enseignants pour que la pédagogie soit adaptée à ces besoins-là, et ensemble, on évoluera. Maintenant, pour ce qui est de l'administration universitaire, je pense qu'aujourd'hui, on a une coordination qui nous permet de réaliser les objectifs que l'on se fixe. Je pense que l'ambition doit demeurer la même, et même aller au-delà pour hisser l'université à un niveau d'attractivité qui sera parfait. C'est ça. Covid-19 oblige, on n'a pas fait de grande célébration. Après quelques inaugurations, que l'avait fait une plaque qui a été la nomination de certaines rapidement là. Oui. Alors, disons qu'avant la Covid, on avait vu grand, on avait pensé grand, mais avec la Covid et les contraintes y afférentes, nous avons revu nos ambitions à la baisse. Et donc, ce qui fait que nous avons célébré les 50 ans sous le sceau de la sobriété. Nous avons pensé que c'était l'occasion de rendre hommage aux pionniers de l'institution, et ce qui a fait que des rues ont été adressées en leur nom, notamment ceux-là qui sont passés de Vieux à Trépas. Et puis, nous avons procédé au dévoilement de ce que nous avons appelé le flambeau du cinquantenaire. Et ce flambeau a une signification pour nous, c'est-à-dire que le flambeau a été institué par les pères fondateurs de l'université, qu'ils ont transmis de génération en génération. Et aujourd'hui, c'est le président Kokoroko qui le tient. Lui aussi, il va le transmettre à la génération à venir. Et le challenge, c'est que chacun de ces dirigeants-là doit veiller à ce que la flamme que porte le flambeau ne s'éteigne point. Très bien. Que cette flamme ne s'éteigne point pour que l'université au Togo progresse et prospère pour la formation des cadres d'aujourd'hui et de demain. C'est la fin de ce numéro de Rencontre Échange. Il était question des 50 ans de la création de l'université de Lomé. Professeur Tigbe et professeur Ayoadan étaient mes invités. Merci à vous pour ce temps passé en dehors des amphis de vos bureaux. Merci beaucoup. Sur le campus. Vous retrouvez la semaine prochaine de réflexion. Au revoir et à très bientôt.